Le fait que j'étais en train d'enquêter sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans les Grands Lacs, notamment au Congo et au Rwanda. Et donc, les archives que j'avais obtenues de l'Union européenne, il y avait un certain nombre de documents d'archives qui parlaient de la situation ivoirienne, c'est-à-dire la cellule stratégique de la politique extérieure de l'Union européenne, traitait plusieurs dossiers en même temps. Et parmi les archives, les documents d'archives que j'ai consultés, il y avait beaucoup de notes sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire, sur les rapports des services de renseignement européens par rapport à la crise ivoirienne, et je voyais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas exactement à ce qui était dit dans les médias. Et au moment où je travaillais donc sur le Congo et sur la diplomatie européenne au Congo et dans les Grands Lacs, la crise ivoirienne a pris une autre ampleur. J'ai donc arrêté mon enquête sur le Congo pour travailler sur le dossier ivoirien. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient dites qui ne correspondaient pas à la réalité. On accusait par exemple le président Gbagbo d'être responsable de l'assassinat du journaliste Guy-André Kiefer. On accusait le président Gbagbo d'avoir orchestré, organisé le bombardement du camp militaire français de Bouaké où 9 soldats français avaient été tués. On accusait le président Gbagbo de refuser de quitter le pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Et je me suis demandé, mais si tout cela est vrai, mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves qui permettent d'établir la vérité? Je suis parti du doute selon lequel le président Gbagbo demandait qu'on recompte les voix. L'ensemble de la communauté internationale était contre lui. Les médias également. Donc pour moi, si le président Gbagbo avait perdu les élections et qu'à partir du moment où il avait toute la communauté internationale contre lui et que lui, il proposait qu'on recompte les voix, je ne voyais pas où était le problème. Pourquoi on ne voulait pas compter les voix, y compris en présence des caméras, même si ça ne se faisait pas à ce moment-là, ils auraient demandé exceptionnellement de faire venir toutes les caméras du monde entier pour compter les voix devant les caméras de télévision et humilier le président Gbagbo s'il a perdu les élections, mais dans le cas où il a gagné, eh bien, de le rétablir dans ses fonctions. Je pense qu'ils avaient peur de la deuxième situation parce que tout le monde l'avait déjà accusé d'avoir perdu. Et alors, si, devant les caméras, on constatait qu'il avait gagné, eh bien, l'humiliation n'allait pas être pour le président Gbagbo, mais pour la communauté internationale. Et c'est ça qui a empêché les gens de recompter les voix. Donc, je me suis dit, s'ils refusent ce type d'opération, je vais chercher à savoir ce qui s'est passé avec la disparition de Guy-André Kiefer. Je veux savoir si c'est effectivement le président Gbagbo qui a bombardé le camp militaire français de Bouaké. Je veux savoir si effectivement c'est le président Gbagbo qui a perdu les élections. Et je veux comprendre pourquoi il y a une telle sympathie vis-à-vis de M. Alassane Ouattara. Pourquoi le monde entier est unanime que M. Alassane Ouattara est un type formidable, un démocrate, alors qu'il avait occupé les fonctions de Premier ministre dans les années 90 et qu'il a laissé la Côte d'Ivoire dans une situation de banqueroute sur le plan financier, d'après les rapports de l'OCDE que j'ai pu avoir à l'époque. Donc j'ai voulu comprendre tout cela. Et donc, c'est au terme de toutes ces observations que j'ai mené mon enquête sur Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui a contredit, point par point, tous les éléments qui avaient été soulevés à l'époque contre le président Gbagbo. Je publie dans ce nouveau livre le témoignage d'un élément des forces spéciales ivoiriennes qui dit explicitement qu'il avait été contacté par des gens de la rébellion en 2002 qui étaient soutenus par M. Ouattara parce que lui
était un ancien élément de la garde personnelle du général Gueye. Et donc, on l'a contacté pour cette raison. Et il a pu assister à toutes les réunions, à un certain nombre de réunions de la rébellion qui visait à renverser le président Gbagbo. Et dans ce témoignage, il est clairement dit que ces gens travaillaient pour M. Alassane Ouattara. Un principe qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que les rebelles sont généralement du bon côté. Et les personnes qui sont aux affaires qu'on a envie de renverser à la tête de l'État sont du mauvais côté. Tous les crimes qui sont commis par les rebelles sont considérés comme des actes marginaux. Il y a d'ailleurs un terme qui est régulièrement utilisé, ce sont des actes isolés. Je ne sais pas de quoi ils sont isolés, mais ce sont des actes isolés. Mais par contre, tout ce qui est commis par les forces gouvernementales, ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, cette façon d'ailleurs, même le terme rebelle lui-même, c'est un terme qui renvoie un peu au mouvement nationaliste des années 70, comme les sandinistes au Nicaragua, comme le mouvement de Che Guevara à Cuba avec Fidel Castro. C'était des rebelles. Donc, ces gens-là, on a l'impression que pour réhabiliter ou pour donner une image positive de ces mouvements criminels, de ces associations criminelles, il faut les accoler à l'image sympathique du Che Guevara, il faut les associer à l'image sympathique de la rébellion de Fidel Castro. Donc il faut que l'opinion publique, bon, on déteste, le monde entier déteste Fidel Castro, mais l'image positive que peut véhiculer la résistance ou la révolte de Fidel Castro, mais ça, on l'utilise dans les mouvements de rébellion aujourd'hui, les rébellions modernes, pour que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ce sont des organisations criminelles. Et ces organisations criminelles commencent d'abord par massacrer les populations de leur pays, soi-disant pour venir à la démocratie. Mais en même temps, ils n'ont pas envie d'organiser des élections dans un temps convenable. On a vu que l'arrivée des rebelles en Côte d'Ivoire, les premières élections qui ont été organisées en Côte d'Ivoire, celui qui était censé, M. Ouattara, qui était censé avoir fait un raz-de-marée en 2011, n'a même pas pu avoir 30% d'élus. Mais comment est-ce possible que un an seulement après, ou quelques mois après la victoire électorale formidable qu'un chef d'État a réalisée, quelques mois simplement après, alors qu'il est encore dans l'euphorie de la victoire, mais il n'arrive pas à avoir 30% de voix en suffrage universel avec des élections législatives. Donc, on comprend tout simplement qu'il y a la terminologie même de rebelle est une terminologie qui vise à masquer le fait que ce sont des organisations criminelles. Et donc cela se retrouve également au sein des juridictions internationales qui poursuivent simplement un seul côté. Vous allez parler le tribunal pénal international pour le Rwanda. La mission qui avait été dévolue au tribunal pénal international pour le Rwanda consistait à juger tous les crimes de guerre qui ont été commis du 1er janvier au 31 décembre 1994. Et lorsque j'avais rencontré le procureur Carla Del Ponte à l'époque, qui était menacé par les États-Unis et par la Grande-Bretagne de quitter le tribunal parce qu'elle avait enquêté sur les Hutus qui étaient considérés par la communauté internationale comme les grands méchants, là, Carla Del Ponte était un très bon procureur. Mais lorsque Carla Del Ponte a décidé d'enquêter maintenant sur les rebelles Tutsis de l'armée patriotique rwandaise, alors Carla Del Ponte est devenue un mauvais procureur.
on a demandé de la renvoyer. Mais puisqu'on ne pouvait pas utiliser des arguments objectifs, on a dit, Kofi Annan a dit qu'elle avait trop de travail parce qu'elle cumulait le tribunal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais lorsqu'on l'a nommé, on l'a nommé en lui confiant les deux tribunaux, les deux juridictions. Mais tout simplement parce qu'il ne fallait pas que Carla Del Ponte enquête sur les amis de la communauté internationale, qu'elle fouille dans les crimes qui ont été commis par la rébellion Tutsi. C'est de la même façon que quand vous regardez la Cour pénale internationale aujourd'hui, seul le président Gbagbo, l'ennemi de la communauté internationale, qui est là-bas. Mais il n'y a personne dans la rébellion ivoirienne. Et d'ailleurs, on ne considère pas que les rebelles ivoiriens, malgré les preuves matérielles dont on dispose et qui sont à profusion, moi j'ai pu retrouver les photos qui ont été prises par des militaires français qui étaient à côté des rebelles lorsque les rebelles commettaient des crimes. Toutes ces photos aujourd'hui sont des éléments irréfutables du fait que les rebelles ont commis des crimes massifs. Avant même qu'ils viennent s'asseoir sur la table de Marcoussis, la table ronde de Marcoussis, qui a été parrainée par le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. C'est-à-dire, le même Kofi Annan qui a été responsable de la mission des opérations de la paix aux Nations Unies au moment où il y avait les événements du Rwanda, on a vu qu'avec lui, seuls les Hutus ont été condamnés. Et on voit également que lui qui a présidé la table ronde de Marcoussis, eh bien, la Cour pénale internationale n'a pas pris en compte le fait que les rebelles ivoiriens ont commis des crimes contre l'humanité. Seul le président Gbagbo est assis dans le box des accusés. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est rigoureux? Je ne pense pas que c'est rigoureux. Je ne pense pas que c'est sérieux. Et je ne pense pas qu'on rend justice au peuple ivoirien. Et je ne pense pas non plus qu'on facilite la réconciliation en Côte d'Ivoire tant que ceux qui ont véritablement commis des crimes massifs sont exonérés de tous les crimes qu'ils ont commis, y compris quand ils ont tué des étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tué des Français. Les rebelles ont tué des Français. Au Rwanda, les rebelles rwandais ont tué des Français, ils ont tué des Espagnols, ils ont tué des Canadiens et ils ne sont pas concernés par le tribunal pénal international. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. C'est que les rebelles, ou ceux qui sont considérés comme tels, sont du bon côté, y compris quand ils commettent des crimes contre leurs propres mentors ou les citoyens occidentaux. Ces crimes ne comptent pas. Mais dès lors où il s'agit du gouvernement ou du président qu'on veut renverser, alors là, il doit être jugé pour les crimes qu'il n'a même pas commis du tout dans le pays. Et je crois qu'on ne peut pas faire le droit international humanitaire. On ne peut pas enseigner aux jeunes qui sont passionnés par les droits de l'homme, qui sont passionnés par le droit international, en utilisant ce genre de pratiques. Les crimes de la rébellion sont documentés par Amnesty International, qui n'est pas pro-Gbagbo. Mais pourquoi personne ne prend en compte les rapports d'Amnesty International détaillant les crimes commis par la rébellion en 2003? C'est important qu'Amnesty International rappelle aux juges de la Cour pénale internationale que cette organisation des droits de l'homme a rédigé un rapport détaillant les crimes commis par les rebelles en 2003. Amnesty International ne doit pas garder le silence devant ses propres rapports lorsqu'ils sont écartés par une juridiction internationale, que d'ailleurs Amnesty International soutient, parce qu'Amnesty International soutient la Cour pénale internationale. Mais pourquoi, lorsque cette Cour ne prend pas en considération ses propres rapports, pourquoi Amnesty se tait? Alors là, on est dans une situation complètement ubuesque. Et ça fait rire les intellectuels sérieux et les gens qui considèrent que le droit international humanitaire fonctionne à la tête du client avec toujours la règle de 2 poids 2 mesures. Ça, c'est inacceptable. D'abord, dans ce livre, je publie 3 rapports confidentiels de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Renaud Vignal.
l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire considère dans ses rapports au Quai d'Orsay que le président Gbagbo n'est pas l'homme qui a été décrit par les médias et par un certain nombre de dirigeants français. Le deuxième gros dossier que je sors dans ce livre, c'est le rapport de l'ancien conseiller de l'Élysée, M. Guy Pen, l'ancien conseiller, le monsieur Afrique du président François Mitterrand, qui n'est pas connu pour être un ami du président Gbagbo, qui est allé en Côte d'Ivoire en 2003, au moment où les événements étaient extrêmement difficiles, où la situation était très tendue entre la France et la Côte d'Ivoire. Le rapport très factuel du sénateur et ancien conseiller Guy Pen donne une relation des faits qui n'a absolument rien à voir ni avec ce que disaient les médias, l'ensemble des médias à l'époque, ni ce que disaient un certain nombre de responsables français sur les escadrons de la mort de Gbagbo enfin, la façon dont Gbagbo a été peint par les dirigeants français de l'époque est en totale contradiction avec ce que dit l'ancien conseiller de l'Élysée, Guy Pen. Je pense que ces éléments sont importants quand on veut comprendre dans quel contexte surviennent les événements de Bouaké. Mais ce que j'ai découvert dans l'enquête sur les événements de Bouaké, c'est que le président Laurent Gbagbo a préparé l'opération Dignité pour reconquérir le nord et l'ouest du pays qui étaient aux mains des forces rebelles. Et que compte tenu de la situation extrêmement tendue qu'il y a eu entre la France et lui, en 2003, du fait que la France lui a quasiment imposé de gouverner avec la rébellion, lorsqu'il déclenche l'opération Dignité, il informe les Français. Il m'a confié qu'il a appelé le président Jacques Chirac pour lui dire « Nous allons mener une opération contre la rébellion ». Et le président Chirac lui a répondu que je ne suis pas d'accord avec cela. Et comme argument pour empêcher que le président Gbagbo mène l'opération Dignité, il lui dit qu'il a peur que la réputation du Premier ministre Sédou Diarra soit ternie. Le président Gbagbo lui rappelle qu'en Afrique, personne ne connaît Sédou Diarra et qu'il n'y a pas de risque que la réputation de M. Sédou Diarra soit connue parce qu'en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, avant la crise, personne ne savait qui était Sédou Diarra. Le président Chirac lui donne un deuxième argument. Il lui dit, il faut faire attention si vous attaquez les rebelles parce qu'il doit y avoir des élections et si vous attaquez les rebelles, ils risquent de ne pas désarmer. Le président Gbagbo lui répond que, Monsieur le Président, les rebelles n'ont jamais désarmé, ils ne désarmeront ni avant ni après les élections. Cet argument, pour le président Gbagbo, est irrecevable. De lui parler du désarmement des rebelles, si on n'attaque pas, si on ne mène pas l'opération Dignité. Donc, le président Gbagbo comprend donc que la France est opposée à l'opération Dignité, contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens ont cru, puisque la France n'a pas réagi à partir du 4 novembre où l'opération Dignité a commencé. L'armée française n'a pas eu mission d'empêcher l'opération Dignité. Mais ça ne signifiait pas que les hautes autorités françaises de l'époque étaient d'accord avec cette opération. Même le secrétaire général lui-même des Nations Unies n'était pas d'accord avec cette opération, puisque je rappelle que Kofi Annan a fait une déclaration, il y a une déclaration du secrétaire général de l'ONU qui s'opposait aux frappes aériennes que préparaient les forces armées ivoiriennes contre les positions rebelles. Alors, je me rends compte que au moment où toute cette histoire se déroule, pour le président Gbagbo a quand même une crainte. La crainte du président Gbagbo,
est que si jamais, puisque les Français ne sont pas d'accord avec l'opération Dignité, mais qui elle est plébiscitée déjà par des jeunes officiers et sous-officiers ivoiriens, pilotés par le colonel Mangou, s'il va au bout de cette opération, les Français réagiront, mais il ne sait pas comment les Français vont réagir. Et donc, un des témoins qui a participé à la préparation des forces aériennes de l'opération Dignité m'a confié que le général, le patron des forces aériennes ivoiriennes, M. Edouard Yaposeka, qui supervisait les réunions préparatoires à cette mission, a constamment répété qu'il fallait éviter de toucher les positions françaises. Et les Biélorusses qui étaient là ont donné des conseils techniques sur les cibles. Parce qu'il faut préciser que les instructeurs biélorusses qui étaient là pour former les pilotes ivoiriens à l'utilisation des Sukhoi 25, qui venaient d'être acquis par les forces aériennes ivoiriennes. Donc, il est clairement prouvé que pendant l'opération Dignité, à aucun moment, les forces aériennes ivoiriennes ont eu l'intention de bombarder un camp français en 2004. Et d'ailleurs, le colonel Destremo, qui était un des responsables des opérations du côté de la force française Licorne, a rencontré le colonel Mangou qui lui a confirmé que l'opération qui est conduite par les forces aériennes ne concerne exclusivement que les forces rebelles, les positions des rebelles, les infrastructures des rebelles, et en aucun cas l'armée française. Donc, il a rappelé à l'armée française qu'elle n'avait rien à craindre de cette mission-là. Donc, subitement, au moment où la mission est déclenchée, évidemment, les forces aériennes ivoiriennes attaquent et touchent les cibles de la rébellion. Cela est reconnu par des officiers français. Mais au moment où la dernière phase des opérations est mise en route, c'est-à-dire qu'il faut ratisser maintenant sur le terrain pour que les Ivoiriens, avec les fantassins, les policiers, la gendarmerie, reprennent progressivement la partie du territoire qui a été désertée par les rebelles, au moment où ce ratissage-là est en train d'être fait et que les hélicoptères qui étaient pilotés à l'époque par des Ukrainiens, les Mi-21, viennent maintenant, mènent la dernière phase des opérations pour nettoyer en quelque sorte les positions rebelles, eh bien le bombardement de Bouaké contre le camp français intervient. Qui donne l'ordre de bombarder le camp militaire français? Michel Alliot-Marie accuse publiquement le président Gbagbo d'être responsable du bombardement du camp français. Et l'ensemble des médias français prennent fait et cause pour cette accusation contre le président Gbagbo. La France n'appelle même pas, le président Chirac ne prend pas la peine de téléphoner à son homologue ivoirien pour lui demander pourquoi vous avez bombardé le camp militaire français. Qu'est-ce que les Français vous ont fait pour bombarder le camp? Il ne le fait pas. En l'espace de quelques minutes, la décision est prise de détruire l'ensemble de l'aviation ivoirienne. Et cet ensemble de l'aviation ivoirienne est détruit. Les Sukhoi 25 sont détruits à la hache, d'autres sont détruits par les missiles, et les hélicoptères sont détruits également par les missiles. Évidemment, les conditions de cette destruction, sous les ordres du général Poncet, m'ont été confirmées par beaucoup d'officiers français. Mais le problème, c'est que m'a confié le président Gbagbo, c'est qu'au moment où on vient détruire ces avions,
lui, il a désigné le procureur militaire, M. Ange Kessi, de mener des enquêtes sur le bombardement du camp militaire français. Et quand le procureur militaire ivoirien se rend sur le site, il est empêché d'accéder au site par les militaires français, notamment par le général Poncet. Pourquoi? Le président ivoirien est étonné. Il dit, si c'est moi qui ai bombardé le camp français, normalement, les Français devraient nous encourager à mener des enquêtes. Au besoin, ils ont la possibilité de se joindre à nous, puisqu'il y a un accord de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire, signé en 1961, qui permet aux Français de mener des enquêtes conjointes avec les Ivoiriens quand il y a des crimes qui sont commis ou des actes qui méritent une enquête conjointe. Eh bien, il n'y aurait jamais d'enquête conjointe avec les Français, entre les Français et les Ivoiriens, pour savoir ce qui s'est passé à Bouaké. Mais plus intéressant, c'est qu'au moment où les Biélorusses, après le bombardement, sont encerclés par les militaires français à l'aéroport d'Abidjan, un ordre du Quai d'Orsay arrive demandant qu'on libère ces Biélorusses qui ont été arrêtés. Et le général Poncet confirme lui-même qu'on lui a donné l'ordre de les libérer et de les remettre au consulat, au service consulaire russe à Abidjan. Mais plus grave, c'est que lorsque les pilotes sont exfiltrés d'Abidjan par un certain nombre de gens qui sont très proches des services de renseignement français, se retrouvent à Lomé. Ils sont arrêtés par la police togolaise. Et le ministre de l'Intérieur du Togo, M. François Boko, m'a confirmé également qu'il a tout fait pour que les Français extradent les pilotes biélorusses qui étaient suspectés d'avoir participé ou d'avoir été les auteurs du bombardement de Bouaké. Il a contacté les services de renseignement français. Ils ont refusé. Il a contacté le ministère de la Défense. Il a refusé. Il a contacté le ministère de l'Intérieur. Il a refusé. Il a contacté le Quai d'Orsay. Ils ont refusé. Toutes les autorités françaises compétentes dans ce dossier ont refusé d'extrader les suspects du bombardement du camp militaire français de Bouaké. Il a gardé ces gens pendant près de 15 jours. Il était à la limite de dépasser le délai de détention provisoire. Et évidemment, garder des gens en détention alors qu'il n'y a pas d'éléments à charge contre eux, eh bien, aurait pu se retourner contre les autorités togolaises en considérant qu'ils ont conservé en détention de façon arbitraire un certain nombre de gens. Alors que le but de cette longue détention était tout simplement que les autorités françaises, notamment Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, puissent demander l'extradition de ces gens. Et elle a confirmé à l'époque qu'elle n'avait pas de base juridique pour arrêter ces gens. Ce qui est totalement faux, puisque une loi sur le mercenariat a été votée par le Parlement et le décret d'application a été signé par le président Chirac lui-même, qui autorise les Français à arrêter des gens qui sont suspectés de mener une action de mercenariat, ce qui était le cas de ces Biélorusses, puisqu'on les suspectait d'être des mercenaires. Donc, pour savoir pourquoi ils ont bombardé le camp militaire français, la raison était très simple, c'était de les arrêter, de les amener. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le ministre de la Défense, en personne Michel Alliot-Marie, va mentir au juge qui enquête sur les événements. Pourquoi? Parce qu'elle va dire qu'elle n'avait pas de base juridique, ce qui est faux. Elle va dire qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien qui permettait d'identifier des pilotes. Moi, je produis les photos des pilotes qui avaient été rassemblés par le renseignement militaire français dès le 2, au moment où la préparation de l'opération Dignité était mise en route. Dès cet instant, les services de renseignement militaire français se sont mis à photographier,
à filmer, à prendre tous les détails sur les pilotes biélorusses, sur les Ivoiriens qui étaient avec eux. Ils avaient toutes ces informations et toutes ces informations ont été communiquées à l'état-major français et au ministère de la Défense. Mais elle a eu le courage de dire au juge qu'elle n'était pas au courant de ces informations. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Les accusations qui ont été portées, qu'elle-même avait portées contre le président Gbagbo, elle ne les a jamais réitérées devant la juge. Qui donc a donné l'ordre de bombarder le camp militaire français? C'est la question que la justice devrait trancher, mais je constate tout simplement qu'après le bombardement du camp français et la destruction des avions, l'armée française se retrouve devant la résidence du président Gbagbo. L'argument qui est donné à ce moment-là, c'est que les militaires français se sont perdus à Abidjan. Comment des militaires français peuvent se perdre à Abidjan avec des chars qui sont munis de GPS, mais surtout avec des officiers supérieurs, comme le général Poncet, qui connaissent Abidjan par cœur puisqu'ils y sont depuis longtemps. Alors, ce qui est aujourd'hui clair, c'est qu'ils ne se sont pas trompés de route. C'est qu'ils étaient partis à la résidence pour renverser le président Gbagbo. C'est pour cette raison qu'on a laissé s'échapper les auteurs de l'attaque du 6 novembre 2004. C'est pour cela qu'on a détruit immédiatement les appareils du président pour que le président Gbagbo n'ait pas la possibilité de quitter la résidence. Quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, vous constatez très bien que tout a été pensé dans l'optique de renverser le président Gbagbo. Mais il y a un témoin important dans ce dossier qui devrait être entendu par la justice. C'est le chef d'état-major, le général Doué, qui a été mis à l'écart de l'opération Dignité, qui est venu annoncer au président Gbagbo que les Français avaient été tués et qui, semble-t-il, était une des personnes qui avait été considérée comme le possible remplaçant du président Gbagbo. Le général Doué n'a jamais expliqué clairement aux Ivoiriens pourquoi, au lendemain de l'attaque de Bouaké et de tout ce qui s'est passé, il a appelé publiquement au renversement du président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette journée du 6 novembre 2004? Où était-il quand il a disparu? Que faisait-il? Et avec qui il discutait pendant cette journée? Je pense qu'on est là dans un cas de figure qui mériterait beaucoup d'éclaircissements pour qu'on comprenne pourquoi le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, qui a vu que son pays était attaqué par les rebelles, qui a vu que les autorités politiques voulaient reconquérir le pays conquis par la rébellion, cette même rébellion qui a commis des massacres dans son propre village, comment se fait-il que ce chef d'état-major de l'armée ivoirienne appelle plutôt au renversement du président Gbagbo et ne dit absolument rien de ce que les rebelles ont fait dans son propre village et sur l'ensemble du territoire ivoirien, dont lui, le chef d'état-major, avait la responsabilité en matière de sécurité. Ce qui m'a poussé à écrire le livre Coup d'État sur la Côte d'Ivoire, c'est le fait que il y a deux types de comparaisons qu'on peut faire entre le dossier des Grands Lacs et le dossier de la Côte d'Ivoire. La première comparaison, c'est que
dans le dossier des Grands Lacs, par exemple, le Rwanda, le président Juvenal Habyarimana, qui était au pouvoir depuis 1973 jusqu'à 1994 au Rwanda, a eu à faire face, lors de la période des années 90, à une rébellion armée qui était soutenue par les Américains, la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux. Et à l'époque, la France était le seul pays qui soutenait le président Habyarimana. La France a été accusée dans ce dossier, à tort, à mon avis, puisque à ce moment-là, la France soutenait la légalité au pouvoir, c'est-à-dire le président en exercice. Et on avait demandé que le président Habyarimana fasse des efforts pour démocratiser le pays. Et le président Habyarimana a fait ses efforts pour démocratiser le pays. On a demandé à la rébellion de négocier avec le pouvoir pour aller ensemble vers les élections. Eh bien, la rébellion n'a jamais déposé les armes et la communauté internationale ne s'est jamais indignée sur le fait que la rébellion ne dépose pas les armes. On a eu le même scénario en Côte d'Ivoire, mais cette fois, la France était non pas du côté du respect des institutions, de la défense de la légalité, la France s'est retrouvée en train de défendre la rébellion. Et contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée également dans une situation où le président Gbagbo était le président qui était sévèrement critiqué par l'ensemble de la communauté internationale, comme M. Habyarimana était sévèrement critiqué en 1994. On avait demandé que la rébellion ivoirienne dépose les armes, arrête de mener la guerre contre les institutions de l'État, contre la République. Eh bien, la communauté internationale, à aucun moment, ne s'est indignée par le fait que les attaques rebelles étaient continues, mais on a fait mieux que ça. En 2003, avant que les rebelles ne viennent s'asseoir sur la table de négociation à Marcoussis, ils ont assassiné 2 militaires français. Et la France n'a jamais cherché à diligenter une enquête approfondie pour savoir pourquoi des rebelles ivoiriens ont assassiné des militaires français. J'ai trouvé que tout cela était un comportement inacceptable. Et quand on arrive à Marcoussis, le président Jacques Chirac lui-même, avec surtout l'orchestration du ministre à l'époque, ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. Dominique de Villepin, impose la rébellion ivoirienne à la table de négociation, mais ils font mieux que cela, ils les imposent au pouvoir. Le président Gbagbo est obligé par la suite de gouverner avec Guillaume Soro, chef de la rébellion, c'est-à-dire les gens qui ont assassiné 2 Français et qui ont assassiné des milliers d'Ivoiriens. Comment expliquer aux Ivoiriens que les gens qui ont commis les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité vont désormais partager le pouvoir avec le président Gbagbo qui a été démocratiquement élu? Voilà une situation devant laquelle aujourd'hui la communauté internationale est incapable de répondre. Donc, où on défend la démocratie et on demande à ce que les gens arrivent au pouvoir par la voie des élections libres et pluralistes, ou alors on défend des coups d'État et des rébellions, alors on fait la promotion de ces rébellions, comme on a fait la promotion de la rébellion au Rwanda, comme on en fait à la République démocratique du Congo et comme on en a fait en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, ce n'est plus nécessaire de convaincre les Africains que les élections sont importantes, que le président de la République élu au suffrage universel est important. Il faut dire à tout le monde, même si vous gagnez des élections, la meilleure voie d'accéder au pouvoir en Afrique, aujourd'hui, c'est de prendre les armes et de menacer les institutions qui sont en place. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que la communauté internationale ne défendait pas ses principes. Défendre ses principes, les principes de la démocratie, c'est de défendre le pluralisme dans les élections et la transparence dans les élections. Mais vous ne pouvez pas demander à un président, comme on avait demandé à Habyarimana en 1994, d'organiser les élections. Au moment où le président Mitterrand convainc Habyarimana de préparer les élections, les Américains et la communauté internationale, dans son ensemble, valident la prise de pouvoir par la force et l'assassinat du président Habyarimana.
Alors, je considère qu'il y a une incohérence, tout au moins, si ce n'est pas dans les principes, il y a une forte incohérence dans la pratique de l'action démocratique dans le continent africain, vu de l'Occident, vu de l'Union européenne également. La deuxième comparaison qu'il y a entre les événements de Côte d'Ivoire et les événements, par exemple, du Congo, c'est que à la tête de la Côte d'Ivoire, on a installé quelqu'un qui était d'origine étrangère, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara, qui était burkinabé. Donc, la nationalité ivoirienne a été attribuée par le président Gbagbo, ce qu'on a appelé le Forum de réconciliation nationale. C'est à cette occasion que le président Ouattara s'est vu délivrer un certificat de nationalité. C'était une action politique qui pouvait entraîner, qui a entraîné des contestations sur le plan juridique. Parce que d'autres citoyens ordinaires, pour acquérir la nationalité ivoirienne, devaient suivre un certain nombre de procédures. M. Alassane Ouattara n'a pas suivi ces procédures puisque la décision politique a été prise par le président Gbagbo lui-même. Et il faut savoir, quand même, rappeler que M. Alassane Ouattara s'était allié avec celui qui l'avait chassé du pays, c'est-à-dire M. Konan Bédié. Il s'est allié avec ce monsieur contre le président Gbagbo qui lui a donné la nationalité, alors que M. Bédié la lui avait refusé. Et le président Gbagbo, voulant apaiser la situation dans son pays, a décidé que, eh bien, on attribue la nationalité à M. Ouattara pour qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles. Dans le cas du Congo, ça a également été la même chose. M. Joseph Kabila, dont on dit qu'il serait le fils de Laurent Désiré Kabila, on sait très bien qu'il est originaire du Rwanda, qu'il est venu, qu'il a été formé par l'armée patriotique rwandaise et que c'est à la suite de cette formation qu'il est venu dans les rangs de l'armée patriotique rwandaise conquérir le pouvoir au Congo contre le maréchal Mobutu. Kabila, Joseph, fait partie des gens qui ont participé dans l'armée rwandaise à la chute du maréchal Mobutu. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001, Joseph Kabila, pendant que les Congolais sont en train de chercher à savoir qui, du point de vue de la Constitution ou du point de vue des procédures légales, doit remplacer le président pour cause de vacances de pouvoir, Joseph Kabila effectue immédiatement un voyage à Washington et à Paris. Et c'est Paris et Washington qui valident par le biais de ces deux voyages la mise en place du président Joseph Kabila à la tête du Congo. Et je retrouve dans les archives diplomatiques de l'Union européenne le fait que les États-Unis avaient décidé que Joseph Kabila devait être le nouveau président de la République du Congo. Et cela a provoqué des débats au sein de l'Union européenne. Et dans les documents confidentiels de l'Union européenne, je constate également que tout le monde, M. Romano Prodi, M. Ado Ayello, tout le monde a participé. M. Ado Ayello, qui était le représentant spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, tous ces gens ont participé, soit par leur silence, soit par leur complaisance, à confirmer la mise de Joseph Kabila à la tête du Congo. Mais tout cela en dehors de toutes les procédures démocratiques qui devaient être établies, puisque les Congolais sont arrivés à démontrer que non seulement les fraudes électorales au Congo étaient massives, que l'Union européenne avait financé un processus électoral qui était complètement douteux, mais que malgré tout cela, il fallait garder Joseph Kabila au pouvoir. Et malgré toutes les protestations des Congolais et malgré la protestation des experts de l'Union européenne, parce qu'il y a eu des observateurs de l'Union européenne qui sont allés sur le terrain pour superviser les élections au Congo, ils ont dit qu'il y avait un énorme problème avec les élections congolaises. Eh bien, M. Xavier Solana, le patron de la diplomatie européenne, M. Ado Ayello,
le représentant spécial de l'Union européenne dans la crise des Grands Lacs, M. Louis Michel, commissaire de l'Union européenne, ont tous validé une élection qu'ils savaient tous fausse, bidonnée par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, face à une telle situation, on se rend compte que en Côte d'Ivoire, on a mis au pouvoir quelqu'un qui était d'origine étrangère, en ne respectant pas les procédures démocratiques. Au Congo, on a pris quelqu'un qui était d'origine étrangère, on a mis à la tête d'un pays très riche, et vous constatez que la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, est un pays riche, le Congo en Afrique centrale est un pays riche. Alors que ce choix-là, ce choix de ces deux chefs d'État, n'est pas du tout ni le choix des Ivoiriens, ni le choix des Congolais. Et cela a été prouvé à la fois par les documents qui sont les procès-verbaux des élections, mais cela est également confirmé par un certain nombre de représentants européens et occidentaux qui ont participé à ces processus électoraux. Donc, comment voulez-vous que les gens continuent à croire à la démocratie en Afrique quand leurs choix ne sont pas respectés, quand leurs souhaits et leurs désirs ne sont pas respectés? Mais mieux que cela, quand on bafoue devant leurs yeux, eh bien, les choix qu'ils font des représentants qui sont censés être les leurs. Et je crois que le problème, il se trouve à ce niveau-là. Et il y a bien entendu des Africains qui tirent profit de ce type de situation. Mais je crois qu'il faut être honnête quand on parle de ces questions. Si on décide de ne plus valider des dictateurs au pouvoir, si on veut valider des gens qui n'arrivent plus par des voies déloyales, par des méthodes brutales au pouvoir, il faut renforcer le système qui est reconnu universellement comme le système le plus démocratique, c'est-à-dire les élections libres et transparentes. Donc, si on veut mettre quelqu'un au pouvoir par la voie de la rébellion, ce n'est plus la peine qu'on parle de démocratie. Mais si on veut mettre les gens au pouvoir par la voie de la démocratie, ce n'est plus nécessaire qu'on valide des pseudo-élections ou des élections truquées ou même des élections qui sont contestées par les citoyens de ces pays-là. Or, ce qui se passe aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans ou un peu plus, c'est que l'Union européenne et la communauté internationale ont pris l'habitude de valider des chefs rebelles à la tête des États. D'un côté, ça a été le cas en Côte d'Ivoire, ça a été le cas en République démocratique du Congo, ça a été le cas à la tête du Rwanda. Tous ces gens qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés par la voie des rébellions. Et d'un autre côté, on refuse de valider des gens qui arrivent par la voie des élections libres et transparentes, parce que ces gens-là, ils ne correspondent pas aux aspirations de la communauté internationale, ou en tout cas, ce qui est censé être appelé la communauté internationale considère que ces gens-là ne sont pas acceptables par eux, mais pas par leur population, parce que si les populations veulent un dirigeant, même si vous n'aimez pas ces dirigeants, il faut quand même accepter le choix de ces dirigeants. La preuve, c'est qu'en Occident, les gens ne viennent pas dire aux Occidentaux que vous avez choisi en Italie Berlusconi, nous on ne peut pas accepter Berlusconi, ou que vous avez choisi Sarkozy, nous on n'est pas d'accord avec Sarkozy. Eh bien, les Français, en choisissant Sarkozy, eh bien, même si Sarkozy s'est révélé être un dirigeant contestable, ben, ils l'ont accepté et ils ont assumé le fait d'avoir Sarkozy. En Italie, même s'il s'est révélé que M. Berlusconi était l'un des dirigeants italiens qui posait beaucoup de problèmes avec la justice de son pays, parce qu'il a dû même être, on a fini par lui enlever, par lui ôter son immunité sénatoriale, mais quand même pendant tout le temps où M. Berlusconi a été au pouvoir, les Italiens ont vécu, ont eu à supporter M. Berlusconi. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que les Africains, quand ils choisissent quelqu'un, même si ce monsieur il ne correspond pas aux préoccupations des Occidentaux, mais il faut laisser les Africains supporter M. Gbagbo pendant 15 ans, 20 ans, si eux, ils décident de les lire pendant 20 ans. Mais il faut laisser les gens supporter M. Habyarimana plutôt que de l'assassiner. Il faut laisser les gens au Congo choisir M. Tshisekedi ou quelqu'un d'autre plutôt que de les écarter tous systématiquement comme on fait. Et là, je pense que procéder de cette façon-là fait perdre à l'Occident sa crédibilité sur le discours démocratique,
Procéder de cette façon-là fait douter aux Africains de la bonne foi de leurs partenaires occidentaux. Procéder de cette façon-là, eh bien, fait que les Occidentaux vont eux-mêmes, par leur façon de faire, allumer des foyers, des tensions partout, qui vont systématiquement menacer leurs intérêts, alors que dans le même temps, ils ont envie de travailler dans des contextes de paix, de quiétude, etc. Ce n'est pas possible quand vous créez des foyers de tensions, volontaires ou involontaires, mais quand vous les démultipliez alors que les aspirations des peuples sont différentes, eh bien, vous vous mettez dans une situation qui va vous revenir au visage comme un boomerang, avec l'immigration et tous les autres dossiers que les Occidentaux contestent. Si vous empêchez que les gens élisent leurs dirigeants, ne soyez pas surpris par la suite que les immigrants fuyant les guerres et fuyant les rebelles qui sont installés au pouvoir avec l'aval de la communauté internationale prennent la mer, prennent je ne sais pas quelle autre voie pour arriver en Occident, parce qu'ils ne peuvent pas supporter les chefs rebelles qu'on est en train d'installer au pouvoir dans ces différents pays. Donc à un moment donné, il faut que la rationalité revienne dans la mentalité, dans la tête des Occidentaux et d'un certain nombre de dirigeants africains qui ont choisi la voie de la rébellion plutôt que la voie démocratique, pour que, eh bien, les principes qui sont défendus de façon universelle soient partout appliqués, partout respectés, conformément aux droits constitutionnels de ces pays et conformément au droit international. Bon, pour parler de la Cour pénale internationale, je pense tout simplement, pour avoir enquêté sur son procureur en chef, M. Ocampo Moreno, je me suis simplement rendu compte que lorsque M. Ocampo était jeune avocat en Argentine, il a été l'avocat du célèbre footballeur Diego Maradona, il a travaillé sur les procès des militaires en Argentine. À l'époque, il avait une fondation. Et cette fondation était financée par le département d'État américain sur les questions de la démocratie, de manière générale en Amérique du Sud, en Amérique latine. Je me suis rendu compte que Ocampo, quand il a été désigné comme professeur à Harvard, a travaillé est venu à Harvard avec l'aide d'un certain nombre de professeurs, d'enseignants américains qui étaient très liés aux actions de déstabilisation des États en Amérique latine. Et j'ai surtout remarqué qu'il était soutenu et financé par d'autres fondations américaines anglo-saxonnes qui agissent dans la déstabilisation du Venezuela, d'autres pays, la Bolivie, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce procureur qu'on veut présenter aujourd'hui comme le procureur qui doit être à la tête de la Cour pénale internationale? Est-ce que pour avoir un parcours qui est le sien, il peut être un procureur indépendant? Et je me suis rendu compte que dans le dossier du Darfour, par exemple, M. Ocampo n'était pas du tout indépendant et a appliqué la politique qui était celle des États-Unis au Soudan. Et la politique des États-Unis au Soudan, c'est quoi? La politique des États-Unis a mis le président al-Bashir sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international, simplement parce que le président al-Bashir soutient la cause palestinienne. Le président al-Bashir a fait la guerre de Kippour en 1973 contre Israël. Et donc, tous ses antécédents, le président al-Bashir a un autre défaut, c'est qu'au moment où son pays est mis sous embargo économique, eh bien, il ne lui reste qu'une seule possibilité, c'est de recourir à la Chine. Alors que les Américains avec l'Italie, étaient les pays qui exploitaient le pétrole au Soudan avant. Mais avec l'embargo, il y a eu un consensus au niveau occidental pour dire surtout pas apporter un soutien économique quelconque au Soudan. Le Soudan s'est donc tourné vers la Chine et a confié l'exploitation des puits pétroliers à la Chine. Et quand je suis allé au Soudan, je me suis rendu compte que le Soudan n'acceptait plus, il n'y avait plus de concessionnaires européens au Soudan. L'ensemble des voitures utilisées par des hauts fonctionnaires soudanais sont des voitures asiatiques. Bon. Et donc, Ocampo décide donc de traduire
le président al-Bashir devant la Cour pénale internationale, alors que le Soudan n'a jamais ratifié le protocole de Rome, mais ils font mieux que ça, ils disent il faut arrêter le président al-Bashir parce que lui est en train d'organiser un génocide contre les Noirs du Darfour. Sauf que les Noirs du Darfour sont effectivement, pour une partie d'entre eux, des rebelles qui sont soutenus par la communauté internationale et financés par la communauté internationale. Et dans le drame du Darfour, vous avez vu des acteurs comme George Clooney, le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, des associations pro-israéliennes qui sont mobilisées, une soixantaine, j'ai compté une soixantaine, pour aider les Noirs du Darfour. Mais je me suis demandé, mais en fait, il y a des Noirs aux États-Unis, notamment quand il y a eu la catastrophe de Katrina, où il a été démontré que le gouvernement Bush avait été incapable de protéger ses populations. Mais personne ne s'est mobilisé autant pour défendre ces Noirs. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, les Noirs du Darfour, de si passionnant, de si attractif, pour mobiliser tous ces gens avec M. Bernard Kouchner, George Bush, et tous voulaient aller sauver les Noirs du Darfour, alors que les Noirs américains, victimes de discrimination, de violences policières et de toutes sortes de choses horribles dans leur pays, ne sont pas soutenus par tous ces gens. Je me suis simplement rendu compte que c'est pour renverser le président al-Bashir que toute cette affaire a été montée, puisque je suis allé au Darfour. Bon, il y avait des Noirs du Darfour qui, certes, avaient des problèmes par rapport à l'équilibre de développement dans l'ensemble du pays. Ce problème d'équilibre se posait au niveau du Darfour, mais il se pose également au niveau du Sud-Soudan. Mais personne ne voulait qu'on s'attaque. Et là, le gouvernement de Khartoum a eu tort de ne pas régler ces problèmes-là, qui sont des problèmes d'équilibre économique dans l'ensemble du pays, du territoire. Mais ce ne sont pas des problèmes qu'on doit régler en arrêtant un président pour le traduire devant la Cour pénale internationale. Et je me suis donc finalement rendu compte que M. Ocampo, il était venu à la Cour pénale internationale pour appliquer la politique des grandes puissances qu'il avait mandatée, qu'il avait placée à la tête de ce pays. Et le cas du Darfour était patent, puisque dans les rapports des Nations Unies, publiés en 2005, une commission d'experts des Nations Unies donc, était présidée par un magistrat sérieux italien, M. Antonio Cassese, spécialiste du droit international. Le rapport conclut que ce qui se passe au Darfour n'est pas un génocide. Mais pour George Bush, M. Clooney, M. Bernard Kouchner, en France Bernard-Henri Lévy, tous ces gens, pour eux, ce qui se passe au Darfour est un génocide. Donc, je me rends compte que leur avis est plus important que celui des experts du droit international mandatés par la mission des Nations Unies. Et c'est comme ça que, en enquêtant, je découvre qu'en fait, l'histoire du Darfour est un montage atroce qui n'avait qu'un seul but, c'est de faire déstabiliser le Soudan, de faire arrêter le président al-Bashir, dont le pays n'a pas ratifié, je le rappelle, le protocole de Rome, pour le faire emprisonner là-bas. Et je remarque qu'une fois que le Soudan a été divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a eu le Sud qui a pris son indépendance parce qu'il y a du pétrole, beaucoup de pétrole dans le Sud-Soudan, eh bien, il n'y a plus de problème de Darfour. Est-ce qu'on a retrouvé les génocidaires du Darfour? Est-ce qu'on les a tous arrêtés? Est-ce qu'on a arrêté le génocide? On ne parle plus du génocide du Darfour. Et de la même façon, lorsqu'on a voulu arrêter le président Gbagbo, renverser le président Gbagbo du pouvoir, la seule chose qu'on a trouvée, le seul moyen qu'on a trouvé de l'éliminer, c'était de l'amener à la Cour pénale internationale. Alors que lorsqu'au mois de mars, je découvre l'acte d'accusation qui est préparé contre le président Gbagbo par des avocats parisiens, avant, au mois de mars, c'est-à-dire avant la chute du président Gbagbo qui va survenir au mois d'avril. Au mois de mars, on a déjà préparé l'acte d'accusation. Je l'ai remis, la copie de cet acte d'accusation, qui m'a été remis par un ami qui travaillait dans ce cabinet d'avocats. J'ai fait remettre ça aux avocats du président Gbagbo, mais je ne sais pas s'ils ont fait leur travail. Mais toujours est-il que, en construisant cet acte d'accusation, il n'y avait rien dans le dossier. Et le but
but, c'est qu'on parlait des escadrons de la mort, que le président Gbagbo et sa femme avaient décidé de massacrer un certain nombre de gens, etc. Mais dans le même temps, tout le monde savait que les rebelles ivoiriens, tout le monde savait que ces rebelles avaient tué des milliers d'Ivoiriens, mais leurs crimes ne comptaient pas parce qu'ils étaient soutenus par la communauté internationale. Tout ce que faisait le camp Gbagbo était les seules fautes et les seuls crimes dont on devait parler. Mais surtout pas parler des crimes de nos amis ou des gens que nous soutenons. Et j'ai trouvé cela non seulement malhonnête, profondément malhonnête, j'ai trouvé cela déséquilibré et j'ai trouvé que ça manquait fondamentalement d'objectivité. Et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait enquêter. Donc la Cour pénale internationale se trouve aujourd'hui devant une situation embarrassante. Ils n'ont pas de preuves suffisantes, d'après ce que dit la Cour elle-même, contre le président Gbagbo. Mais en 2011, c'est pas ce qu'on nous disait. En 2011, on nous disait qu'il y avait des preuves à profusion et des preuves accablantes contre M. Gbagbo, contre Simone Gbagbo, contre tout l'entourage du président Gbagbo. Et lorsque M. Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir parce que Sarkozy avait décidé d'aller arracher, extirper le président Gbagbo de la présidence de la République. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire cacher les preuves de crimes. Donc, pourquoi tous les crimes que le président Gbagbo a commis ou que son entourage a commis et qui ont été retrouvés vraisemblablement à la présidence, pourquoi on ne les a pas versés immédiatement devant la Cour pour faciliter la tâche du procureur? Pourquoi on n'a pas pu obtenir les témoins, les anciens collaborateurs du président Gbagbo, puisque j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'anciens collaborateurs du président Gbagbo ont travaillé avec le nouveau régime du président Ouattara. Mais pourquoi ces gens qui détiennent des preuves ou qui sont des témoins importants des crimes qui ont été commis par le président Gbagbo, mais pourquoi ces gens ne sont pas appelés à témoigner à charge contre le président Gbagbo devant la Cour pénale internationale? C'est une véritable comédie à laquelle on assiste devant cette juridiction. C'est lamentable pour la communauté internationale et c'est grave pour les vraies victimes de la crise ivoirienne. Parce que les vraies victimes de la crise ivoirienne, aujourd'hui, n'ont aucun des suspects de la rébellion devant cette juridiction. Comment voulez-vous établir la justice et la vérité dans une crise qui concerne deux parties où vous ne poursuivez qu'une seule partie? Bon, vous savez, la censure sur ce genre de dossier, quand vous travaillez sur des dossiers aussi sensibles, aussi délicats, qui mettent en évidence les forces occidentales et les pays africains, vous avez la censure des deux côtés. Vous avez une censure qui vient d'Afrique et vous avez une censure qui vient de l'Occident. La censure qui vient de l'Occident, je peux dire parfois qu'elle est facile à gérer, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Bon, je dirais que la censure occidentale, elle a cette faculté de pouvoir vous permettre de l'anticiper. Vous savez, quand vous sortez un dossier, vous savez généralement que les médias ne vont pas en parler. Parce qu'il y a un consensus entre les politiques et les médias, un consensus tacite. Bon, on a vu, mais on fait comme si on n'a pas vu. De toutes les façons, moins on fait de publicité, moins les gens ont la possibilité de savoir qu'il existe quelque chose. C'est une forme de censure. Il y a la censure qui consiste à vous attaquer en diffamation, parce que on considère que vous avez porté atteinte à l'honneur de quelqu'un qui, en réalité, n'a pas d'honneur, puisqu'il est trempé dans un dossier, et que vous avez pu trouver des preuves qui le compromettent dans ce dossier. Donc, si vous voulez, je peux dire qu'à tout point de vue, vous avez la possibilité de pouvoir gérer ou même de comprendre comment fonctionne cette censure-là. Mais la censure en Afrique est parfois très étrange. Vous ne comprenez pas pourquoi
on vous interdit de vous exprimer sur un sujet, mais qui parfois n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vous reproche ou ce qu'on pourrait vous reprocher. Moi, j'ai eu la possibilité de vivre la situation avec le dossier de la Côte d'Ivoire pour une raison très simple, c'est que moi, je suis allé au Cameroun pour faire une conférence sur la sortie du livre. Bon. Le Cameroun a d'ailleurs même été considéré à l'époque comme un pays qui avait beaucoup de sympathie pour le président Gbagbo, où il y avait beaucoup de Camerounais qui avaient énormément de sympathie pour le président Gbagbo. Mais donc, étant originaire de... C'est mon pays, je vais là-bas pour échanger avec des universitaires, donc avec des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui lisent et qui sont capables d'avoir une position critique, même par rapport à mon analyse. Eh bien, je reçois le document du préfet, du sous-préfet, qui dit qu'on ne peut pas faire une conférence sur la Côte d'Ivoire pour non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, mais je n'ai pas compris la notion de non-ingérence concernant un journaliste, un écrivain. Les notions de non-ingérence concernent d'abord les gouvernements et les diplomates. Et quand vous êtes dans un État, on vous conseille de ne pas vous immiscer dans les affaires d'un État. Mais un journaliste, il a le droit parfaitement de critiquer son pays, les pays étrangers et tous les autres pays. Bon. Et tous les arguments, je prends cet argument pour montrer le niveau d'irrationalité de la censure. Mais il m'a été clairement dit par un certain nombre de policiers que je connais qui m'ont dit que bon, ils ont reçu, il y a eu un coup de fil de l'ambassadeur de France pour que la conférence ne se tienne pas. Mais j'ai trouvé que c'était une mauvaise façon pour le Cameroun de défendre l'image du Cameroun. Parce que le Cameroun avait la sympathie de beaucoup d'Ivoiriens et de beaucoup de gens pendant le débat électoral. Mais empêcher quelqu'un qui est originaire du Cameroun de faire un débat dans lequel le Cameroun n'est pas concerné, c'était une maladresse incroyable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en faisant cette interdiction, toute la presse camerounaise s'est mobilisée sur le dossier. Et l'effet a été totalement le contraire de ce que les gens espéraient. C'est-à-dire, pendant une semaine, on ne parlait que de cette affaire. Donc, j'ai trouvé que là, il y a eu une énorme maladresse, et c'est pour cela que j'ai dit que c'est une censure irrationnelle. Parce qu'il aurait suffi que la conférence se tienne, et même qu'on en parle, mais 2 jours après, les gens auraient oublié, ils seraient passés à autre chose. Et donc, ce qui est mauvais dans les pays africains, souvent quand on veut faire la censure, c'est que les gens sont énervés, et dès lors où ils sont énervés, ou parce qu'ils ont peur de recevoir un coup de marteau de la France ou d'une grande puissance ou des États-Unis, bon, ils agissent dans l'affolement et dans la précipitation et ils font n'importe quoi, au détriment parfois du respect de la législation nationale en matière de liberté d'expression. Donc, parfois, ils entrent en contradiction avec leur propre législation parce qu'ils ont peur de la force brutale qui risque de venir d'un pays développé qui va dire « Ah mais non, mais ne faites pas ça, ne laissez pas faire tout ça, etc. » Donc, tout cela, je pense que quand on n'est pas d'accord avec des gens, on laisse donner leur point de vue, mais on leur apporte la contradiction sur le terrain des idées. S'ils défendent des idées, s'ils ont fait une enquête, on fait une contre-enquête. On trouve des gens intelligents et suffisamment solides pour faire une contre-enquête et apporter la démonstration que ce qui a été dit est faux. Mais on n'interdit pas de façon brutale, comme ça discrédite inutilement les pays et les dirigeants, et puis ça ne fait pas avancer le débat, surtout. Vous savez, il y a une chose qui est désagréable, c'est quand vous avez affaire à des gens intelligents qui mentent mal. Parce que quand on est stupide et qu'on ment, ce n'est pas grave, on a une excuse, parce qu'on est stupide. Mais quand vous avez des gens intelligents qui mentent mal, ils ont le choix. Ou rester intelligents et ne pas s'exprimer, ce qui est d'ailleurs aussi une forme de leur intelligence,
Mais quand ils décident de s'exprimer, ils doivent s'exprimer de façon intelligente. Ils ne peuvent pas mentir comme des gens stupides. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de gens intelligents qui se sont comportés comme s'ils étaient stupides. Et ils ont menti de façon maladroite pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est pour cela aussi que beaucoup de journalistes ne peuvent pas donner un point de vue contraire à celui qu'ils ont défendu eux-mêmes. Surtout quand ils savent que ce point de vue est mensonger. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur la Côte d'Ivoire et sur le président Gbagbo que moi j'ai voulu que même des journalistes ou des chercheurs ou des académiciens qui ont écrit sur le président Gbagbo sur la Côte d'Ivoire écoutent deux Français qui ne peuvent pas être soupçonnés d'être proches du président Gbagbo, qui ont vécu les événements de Côte d'Ivoire de l'intérieur et qui les ont vécus comme observateurs. Il s'agit bien entendu de l'ambassadeur Renaud Vignal, mais il s'agit aussi du sénateur Guy Peigne, qui était conseiller à l'Élysée. Il connaissait très bien la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Il a travaillé avec le président Houphouët-Boigny quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Il était considéré par la gauche comme le faucard du Parti socialiste, comme le faucard de gauche. Donc, son point de vue et le rapport qu'il a fait en 2003 est totalement contraire à ce que rapportaient les journalistes, les académiciens et les dirigeants politiques français. L'ambassadeur Renaud Vignal, qui était sur place, qui était chargé de représenter la France en Côte d'Ivoire, il a fait des rapports qui sont totalement en contradiction avec ce que pensaient un certain nombre de journalistes, d'académiciens et de responsables politiques français. Donc, quand on se trouve devant ce genre de situation, l'objectif aussi de ce livre, c'est de ramener des gens à un peu d'humilité quand ils font des analyses, des déclarations péremptoires comme ça sur l'Afrique. Gbagbo je l'ai entendu dire un jour que le problème souvent avec les Occidentaux, c'est que quand il s'agit de l'Afrique, les gens deviennent subjectifs. C'est-à-dire qu'ils perdent la faculté de raisonner de façon rationnelle. C'est peut-être le contact à l'exotisme africain qui rend un peu les gens irrationnels, ou le contact avec le soleil, c'est possible. Mais on n'est pas obligé de devenir irrationnel quand on parle de l'Afrique. Si on fait une analyse sociologique en France, on doit être capable de faire une analyse sociologique en Afrique sans porter atteinte à l'analyse scientifique. Quand on porte une analyse sur les rapports de pouvoir en France, aux États-Unis ou en Angleterre, on doit être capable d'utiliser les mêmes paramètres rationnels de scientificité pour faire une analyse sur un système de pouvoir en Afrique. Ça ne change pas. Le contexte est différent, les acteurs sont différents, les paramètres internes sont différents, mais les éléments scientifiques sur lesquels repose une analyse ne changent pas. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que les journalistes, les académiciens, des gens plus ou moins respectables, mais ils perdent complètement, quand ils sont en face d'un sujet africain, ils perdent complètement toute rationalité dans l'analyse rigoureuse de ce dont il est question. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est exactement cela. Et pendant 10 ans, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui, peut-être, n'aimait pas le président Gbagbo, peut-être n'aimait pas le FPI, peut-être n'aimait pas Madame Gbagbo, peut-être n'aimait pas les gens qui entouraient le président Gbagbo, mais font une analyse rigoureuse de la situation, en montrant les paramètres internes qui ont participé à la crise, mais en montrant aussi objectivement les paramètres externes qui ont participé à la crise et qui ont permis que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une escalade de violence au point que le divorce survienne entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas, sur un dossier comme ça, soit on est entièrement pour le président Gbagbo, soit on est entièrement pour la position de la France quand on est analyste. Ce sont des positions qu'on laisse
soit aux militants ivoiriens, soit aux militants français, soit à des hommes de pouvoir français, soit à des hommes de pouvoir ivoiriens. Mais si on est observateur extérieur et analyste et scientifique ou journaliste sérieux, on doit pouvoir regarder les choses de façon impartiale. Et ça, les gens ont encore le voile sur leurs yeux quand ils doivent regarder le continent africain. C'est embêtant, mais je comprends que c'est peut-être les séquelles de ce qui reste du résidu colonial dans la mentalité et peut-être la culture intellectuelle de beaucoup de gens. On ne peut pas le leur reprocher. Non, je pense que il y a quelque chose que moi j'ai noté et que j'ai retenu pendant toute cette enquête, c'est que contrairement, et qui peut être confirmé par d'autres Français, c'est que le président Gbagbo n'a jamais été anti-français. Mais il se trouve tout simplement que les Français ont eu peut-être raison, peut-être tort, de le considérer, avant d'avoir travaillé avec lui, comme un ennemi de la France. Je pense tout simplement que ça a été une erreur grossière d'analyse, parce qu'ils étaient probablement habitués à travailler avec des chefs d'État comme Conan Bédier, comme Robert Gay, qui venaient leur présenter la liste des gens qu'ils devaient nommer dans leur gouvernement, des gens qui étaient fondamentalement médiocres. Pour une fois, la France s'est retrouvée aussi en face, après Houphouët-Boigny, en face de quelqu'un qui n'était pas médiocre, qui n'était ni un inculte, ni quelqu'un de totalement irréfléchi ou de totalement soumis. Je pense que ça a déstabilisé beaucoup les dirigeants français. Au lieu de prendre le temps de travailler avec ce monsieur, ils ont décidé de le combattre sans chercher à savoir réellement ce qu'il pensait, ni où il était, où il voulait aller et où il voulait amener son pays. Parce que c'était quand même à lui, puisqu'il a été élu, d'amener son pays dans la direction qui lui semblait la bonne. Il n'appartenait pas aux autorités françaises de venir empêcher ou de venir entraver le processus démocratique qui s'était déclenché en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai aussi noté que du côté ivoirien, ça c'est du côté français, mais du côté ivoirien, j'ai l'impression que beaucoup de collaborateurs du président Gbagbo, ou les gens qui ont travaillé avec lui, attendaient qu'il ait des réponses à toutes les questions. Je ne crois pas que beaucoup de ce que je sais dans la gestion de la crise sur le plan géopolitique, géostratégique le plus élevé, je n'ai pas l'impression que les Ivoiriens se sont donné beaucoup de mal à trouver des solutions originales à proposer au président de la République. Mais ça, c'est un défaut, pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un défaut qu'on rencontre très souvent dans beaucoup de pays africains, où les gens qui sont autour du président sont généralement là pour le flatter, pour lui dire des choses qui leur permettent, eux, de rester à leur fonction, à leur place, etc., mais pas des gens qui sont capables de proposer des solutions originales de sortie de crise en essayant de passer des nuits blanches à chercher des solutions originales. Dans le cas des pays occidentaux, vous trouvez toujours, quand on veut mener une action quelque part, des équipes de personnes qui se mobilisent pour trouver une solution précise à une question importante. Mais en Afrique, les gens ont l'impression que si vous avez un chef qui est intelligent, le chef peut trouver les solutions. Et si il y a des personnes autour de lui qui ont quelques idées, il faut empêcher que les gens qui ont les bonnes idées puissent parler au président. Parce que ces gens qui ont des bonnes idées peuvent faire de l'ombre à ceux qui n'en ont pas et qui sont autour du président et qui ont beaucoup d'influence sur le président. Et ce système entretient la médiocrité et la façon dont la crise ivoirienne a été gérée par les Ivoiriens. Mais je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Par rapport à tout ce que j'ai pu regarder, la gestion de la crise par les Ivoiriens eux-mêmes a été d'une très grande médiocrité. Par rapport
aux enjeux qui étaient en cause et par rapport à la force d'agression et l'agressivité qu'avaient les Français en face. Il fallait, à ce moment-là, utiliser tous les génies ivoiriens pour pouvoir aider le président à trouver différentes solutions originales qui auraient mis les gens en difficulté. Bon, certaines solutions ont été trouvées, par exemple, en 2011, avec l'histoire des banques. On a vu, effectivement, le résultat que ça a produit. Mais pourquoi on n'a pas trouvé ça en 2003? Pourquoi on n'a pas trouvé ça en 2004? Pourquoi, pendant tout le déroulement de la crise entre 2006 et 2011, on n'a pas réussi à multiplier les solutions originales pour que la Côte d'Ivoire se retrouve en situation de déborder les stratèges français qui avaient une vision négative et qui voulaient enfermer la Côte d'Ivoire dans une voie sans issue. Je pense qu'il faut être honnête de dire que oui, les Français ont eu tort de juger Gbagbo avant d'examiner, de travailler avec lui sur des bases saines, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que les Ivoiriens, je parle des collaborateurs du président Gbagbo, qui avaient les responsabilités et qui avaient la totale confiance du président, certains l'ont trahi, d'autres n'ont pas été à la hauteur de la tâche qui était la leur pour aider leur pays à passer à un stade supérieur. Et je crois que les Ivoiriens honnêtes, bons observateurs, savent effectivement qui sont ceux qui ont trahi le président de la République, qui sont ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Et ça permet d'expliquer à la fois les insuffisances qui ont été les insuffisances de la Côte d'Ivoire de sortir la tête haute dans cette crise-là. Je parle de la période charnière qui touche à la rébellion. C'est vrai que le gouvernement Gbagbo était rempli de gens qui étaient dépourvus d'expérience, parce que c'était la première fois que beaucoup d'entre eux venaient aux affaires au plus haut niveau. Mais ce n'est pas une excuse. Quand vous avez la responsabilité d'un État, vous avez des millions de gens, la vie des millions de gens entre les mains. Et par rapport à cela, même s'il faut passer des nuits blanches à travailler, il faut le faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cela. Ou s'ils ont fait cela, peut-être que leur niveau était inférieur aux enjeux qui étaient en face, et peut-être qu'aussi leur niveau était inférieur à celui de leurs adversaires, parce que c'est aussi cela la vérité. Dans ces pays en Afrique, il faut que les gens comprennent que quand vous avez un pays riche, qui est convoité par des multinationales, par des groupes mafieux, par des États, etc., vous devez décupler votre intelligence pour défendre votre pays. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un travail moyen ou moyen supérieur en croyant que vous allez vous en sortir, parce qu'en face, vous avez des équipes de think tanks qui sont là pour penser comment déstabiliser le pays. Et donc les Africains ne peuvent pas faire l'économie d'un travail acharné et je dirais même d'un travail surhumain pour s'en sortir. Et je pense que jusqu'à présent, ils ont un peu négligé. Ils croient qu'une fois que la crise s'est calmée, eh bien c'est fini, on peut continuer à travailler. On peut boire la bière sous le soleil, il fait beau, c'est agréable, on est dans un pays qui est bien, c'est tranquille. Les autres, non, parce que pendant que la crise se calme ou s'apaise, les autres continuent de travailler pour vous déstabiliser. Ils réfléchissent à d'autres stratégies. Mais il faut qu'eux aussi apprennent à réfléchir à différentes stratégies de manière à ce que le président de la République ne se trouve pas toujours seul à penser à tout, seul à réfléchir à tout. Même si vous êtes un génie à la tête de l'État, quand vous devez être la seule tête qui doit systématiquement penser, réfléchir, analyser pour les militaires, pour les diplomates, pour les fonctionnaires, pour les policiers et pour tout le monde, pour les services de renseignement, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut que les Ivoiriens aient l'honnêteté d'avoir une autocritique sévère, pas contre le président Gbagbo, mais sur leurs insuffisances à épauler le président Gbagbo dans la volonté qui était la sienne de sortir son pays des vieilles habitudes.